à tous. Donc aujourd'hui Churchill, voilà Churchill. Donc je vous ai sélectionné deux livres. Un livre de François Bédarida, qui est un historien, bien sûr, et qui a écrit un livre en 1999, publié aux éditions Fayard. Je vous le montre. Voici. Et puis un roman. Alors il n'y a pas beaucoup de romans qui évoquent Churchill. Il y en a un qui est paru en 2022, ça tombe bien. Et c'est de Stéphanie Desortes, je crois que ça se prononce comme ça, hein. Et ça s'appelle Doris, c'est publié aux éditions Albin Michel. Voilà le roman. Voilà, livre d'histoire, roman. Voilà, donc pour illustrer tout ça, je voulais vous citer un poème de Baudelaire, hein, comme souvent, j'ai réussi à en caser un, mais en fait il s'appelle Les Phares. Alors justement, Churchill est un phare du XXe siècle, hein, c'est pour ça que je me permettais d'insinuer ce poème. Et puis il a été peintre. Alors bon, sa notoriété de peintre doit beaucoup à sa célébrité d'homme politique, hein, bien sûr. Hein. Ceci dit, il est très coté aujourd'hui maintenant. Bon, c'est pas du niveau quand même de Rubens, parce que ça commence par Rubens, Les Phares, Léonard de Vinci, etc. Donc Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer, mais où la vie afflue et s'agite sans cesse, comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer. Leonardo da Vinci, miroirs profonds et sombres, où des anges charmants avec un doux sourire tout chargés de mystère apparaissent à l'ombre des glaciers et des pins qui ferment leur pays. Rembrandt, triste hôpital, tout rempli de murmures et d'un grand crucifix décoré seulement, où la prière en pleurs s'exhale des ordures et d'un rayon d'hiver traversé brusquement. Michelangelo, lieu vague où l'on voit des Hercules se mêler à des Christ et se lever tout droit, des fantômes puissants qui dans les crépuscules déchirent leurs suaires en étirant leurs doigts. Colère de boxeur, impudence de faune, toi qui sus ramasser la beauté des goujats, grand cœur gonflé d'orgueil, homme débile et jaune, puget, mélancolique empereur des forçats. Va-t-on ce carnaval où bien des cœurs illustres comme des papillons errent en flamboyant, des corps frais et légers éclairés par des lustres qui versent la folie à ce bal tournoyant. Goya, cauchemar plein de choses inconnues, de fœtus qu'on fait cuire au milieu des sabbats, de vieilles miroirs et d'enfants toutes nues, pour tenter les démons ajustant bien leurs bas. De la croix, lac de sang, hanté de mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert, où sous un ciel chagrin des fanfares étranges passent, comme un soupir étouffé de Weber. Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, ces extases, ces cris, ces pleurs, ces tédéums sont un écho redit par mille labyrinthes, c'est pour les cœurs mortels un divin opium. C'est un cri répété par mille sentinelles, un ordre renvoyé par mille porte-voix, c'est un phare allumé sur mille citadelles, un appel de chasseurs perdus dans les grands bois. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. Voilà les phares de Baudelaire. Donc je vous ai sélectionné des passages de ce livre, hein, donc je vous lis la jaquette. Churchill, géant du XXe siècle, hein, donc phare. Figure emblématique du lion britannique, symbole héroïque de la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill appartient aujourd'hui autant à la légende qu'à l'histoire. Durant une carrière exceptionnellement longue, s'étendant sur près de 3/4 de siècle, l'homme a accumulé les actions d'éclat, mais aussi les échecs retentissants. C'est de façon inattendue, presque fortuite, qu'il a inscrit à jamais sa place dans l'histoire, puisque c'est son accession au pouvoir en 1940 qui lui a permis d'opérer sa rencontre avec le destin de l'Angleterre et le sort du monde. Fondée sur des analyses rigoureuses et sans complaisance, émaillée d'anecdotes, cette biographie historique entend retracer et faire comprendre l'itinéraire d'un personnage hors norme, aussi inclassable que talentueux, capable de démesure et d'aveuglement, aussi bien que d'intuition fulgurante, romantique et réaliste, combinant sans effort imaginaire et la réelle politique, un chef de guerre implacable, que sa carrière a conduit des feux encore brûlants de l'ère victorienne aux jours sombres de Hitler et aux affres de la guerre froide, en se passant par les hauts et les bas de la Première Guerre mondiale et par une pénible traversée du désert dans les années 30. De là un ouvrage passionnant écrit par un historien
qui est à la fois un spécialiste de l'histoire de l'Angleterre et de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc page 9, funérailles nationales. Donc en quelque sorte, ça commence par la fin. Voilà. Samedi 30 janvier 1965, sous un ciel gris et bas, par un froid sec et vif, Londres s'éveille pour une journée historique. Le dimanche précédent s'est éteint dans la capitale à 90 ans le plus illustre des fils d'Albion. Vieux héros recru d'honneur et couvert de gloire après les tempêtes et traversé d'une destinée exceptionnellement mouvementée. Winston Churchill, parvenu dans les eaux apaisées du grand âge, est devenu l'incarnation même de la nation. Par-delà la réalité du personnage historique qui avait servi 6 souverains de Victoria à Élisabeth II, il dirigeait le pays durant 9 années comme Premier ministre. Il avait acquis déjà une dimension mythique. Désormais, il appartient à la légende autant qu'à l'histoire. Aussi, la Grande-Bretagne, frappée au cœur par cette disparition, s'apprête-t-elle à faire au géant des funérailles grandioses. Des funérailles qui, en même temps qu'un adieu au grand homme, constituent pour elle une somptueuse et nostalgique autocélébration. En réalité, pour les insulaires, la mort de Winston Churchill signifie beaucoup plus que la fin de sa présence physique. Depuis quelques années, un sentiment de malaise et d'inquiétude les ronge, tout particulièrement depuis le fiasco de Suez, entre un passé éclatant et prestigieux et un futur trouble et incertain. On s'interroge sur l'identité de la nation, ses bases et ses critères. En son temps, Churchill avait symbolisé une Grande-Bretagne puissante et unie, fière de son héritage, confiante dans son avenir, ancrée sur un grand destin. Maintenant, on se demande si l'édifice va tenir, si les lézards déjà apparus ne vont pas s'élargir et se révéler menaçantes. Voilà, page 36, privilèges. Page 36, alors voici, ça évoque qui était à son début Winston. Le garçon né dans la nuit du 29 au 30 novembre 1874 a reçu le nom de Winston Leonard Spencer Churchill. Winston, on l'a vu, est un prénom traditionnel dans la famille depuis le XVIIe siècle, et c'est précisément celui du grand-père paternel de l'enfant, le 7e duc de Marlborough. Leonard correspond au prénom du grand-père maternel Leonard Jerome. Quant au nom de Spencer, c'est le résultat d'une alliance ancienne. Comme le grand John Churchill n'avait pas d'héritier mâle, jusqu'en 1700, il a marié sa fille à Charles Spencer, comte de Sutherland, une autre grande famille de l'aristocratie. Le nom des Spencer s'est trouvé officiellement accolé à celui des Churchill. D'où les initiales qui désignent notre héros sur de nombreux documents. WSC, c'est-à-dire Winston Spencer Churchill. Ainsi, c'est dans un cadre social extraordinairement privilégié qu'est né et qu'a grandi le futur Premier ministre. Un univers alliant tout à la fois la richesse, le pouvoir et le prestige de la vieille aristocratie terrienne, dans la hiérarchie de laquelle, de surcroît, les ducs occupent le niveau supérieur. Toutes les portes s'ouvriront sans peine devant le jeune patricien, habitué dès le plus jeune âge au faste, à la considération, aux honneurs. Symbole d'une vie passée tout entière dans les blandices de l'établissement, Churchill n'a pris le métro qu'une fois dans sa vie, en 1926, pendant la grève générale. Autre chance pour le petit Winston, pour laquelle il devra une éternelle reconnaissance aux fées qui, en grand nombre, se sont penchés sur son berceau, c'est dans une branche cadette de la famille Marlborough qu'il est venu au monde. Nul problème donc pour entrer à la Chambre des communes et y faire carrière, condition essentielle d'un grand avenir politique. En effet, au tournant du siècle, Salisbury était le dernier membre de la Chambre des Lords à occuper le 10 Downing Street, tandis que sur les 10 premiers ministres qui se sont succédés ensuite entre 1902, au moment de l'entrée de Churchill en politique, et 1955, date de son départ du pouvoir, tous ont été des élus de la Chambre des communes. Donc ils ne pouvaient pas être lords, quoi, parce qu'il était cadet.
Donc, page 45, enfance difficile malgré tout. Alors, bien qu'il avait une cuillère, non pas en argent, mais en or dans la bouche, on le sent. Voilà. Il faut dire qu'entre un père illustre, mais distant et sévère, imprévisible et brutale, incapable de la moindre marque de tendresse, et une mère également lointaine, dissipée, frivole, tout à ses mondanités brillantes et futiles, le jeune Winston a passé une enfance et une adolescence sevrée d'affection parentale, et il en a subi une marque indélébile au plus profond de l'être. En témoignent les nombreuses missives écrites à sa famille, en particulier à Lady Randolph, dont certaines ont une tonalité pathétique. Ainsi, à 9 ans, alors qu'il est pensionnaire à Ascot, il se plaint de n'avoir reçu qu'une seule lettre de tout le trimestre. À 13 ans, il exprime amèrement sa déception de ne pouvoir passer Noël avec ses parents et d'être simplement en compagnie de sa nourrice. À 17 ans encore, à Harrow, où sa mère lui a écrit un jour « Tu n'es qu'un petit garnement paresseux ». Il exhale sa détresse. « Je suis étonné et peiné que papa et toi me traitiez comme une machine. » Quelques jours plus tard, « Je t'en prie, prête attention à ma lettre, je suis si malheureux. À l'heure actuelle, je pleure. S'il te plaît, maman chérie, sois gentille avec ton fils qui t'aime. Ne sois pas fâché par mes lettres stupides. Laisse-moi au moins penser que tu m'aimes. Maman chérie, je suis désespéré. Je ne sais plus quoi faire, je suis triste. » Même si dans cette correspondance, il convient de faire la part du calcul et de la propension à dramatiser, on ne peut s'empêcher de reconnaître dans la plainte de ce jeune rouquin exaspérant et mal dans sa peau une sensibilité à vif, en permanence blessée par une carence affective irrémédiable. Signe qu'au sein d'un univers de privilèges et de prestige, le jeune Winston, loin de se sentir protégé et compris, a connu une enfance et une adolescence très perturbées. Phénomène plus grave, Churchill, comme son ancêtre Marlborough, et comme beaucoup de grands hommes, a souffert toute sa vie d'accès de dépression. Ce fut là des années de jeunesse, au dernier jour, un élément central de son comportement. Bien qu'il ait réussi la plupart du temps à camoufler cette infirmité physiologique, de nature cyclotimique, il passait de temps à autre par des phases d'abattement, véritable crise d'anxiété et de découragement qui le plongeait dans un état de misère, de désespoir. Lui-même était si conscient de ce handicap pathologique qu'il avait donné à ce compagnon des mauvais jours le nom de Black Dog, chien noir. Voilà. Donc, page 61, le Mahdi. Page 61. Donc il a jeté son dévolu sur la vallée du Nil, parce que bien sûr sa formation c'est l'armée, hein, où se conjuguent la paix de l'Orient et la paix de l'histoire. En effet, depuis 1896, une expédition anglo-égyptienne partie d'Égypte y est en action, avançant lentement vers le sud, sous le commandement du général Kitchener, pour reconquérir le Soudan, ce territoire soumis et exploité pendant la plus grande partie du XIXe siècle par l'Égypte, qui en tira des esclaves et de l'or. S'était révolté en 1883 à l'appel d'un chef religieux, le Mahdi, c'est-à-dire le guide, l'envoyé de Dieu, celui qui avait chassé les Égyptiens, battu l'armée britannique, envoyé à la rescousse, dont le chef, le général Gordon, avait été tué à Khartoum, et bâtit un vaste empire s'étendant de la Nubie aux confins de l'Ouganda et de la mer Rouge au désert tchadien. Après sa mort, son successeur, le calife Abdallah, avait continué de régner sur une armée considérable de derviches, nom donné par les Anglais à ces guerriers redoutables. Pour les Britanniques, l'enjeu est de première grandeur, car l'objectif n'est pas seulement de liquider l'empire des derviches et de rétablir la domination de Londres sur le Soudan, mais aussi de devancer les Français aux sources du Nil, zone stratégique vitale pour le contrôle du continent africain. Effectivement, la mission Marchand, partie du Congo en 1897, arriva à Fashoda, sur le rift blanc, avant les Anglais, en juillet 1898. Compte tenu de ces miroitantes perspectives, on comprend que Churchill, en 1897-98, n'est plus qu'un rêve en tête. Prendre part à la seconde expédition d'Égypte, un siècle après la première.
Dès lors, il se déchaîne, multipliant les démarches, utilisant le vaste réseau de relations de son père et plus encore mobilisant sa mère, dont l'entre-gens et le charme, les talents mondains et les capacités de lobbying semblent garantis de succès. Je t'en supplie, implore-t-il, n'aie aucun scrupule, démène-toi en tous sens, ne tolère aucun refus. Plus tard, il lui rendra hommage dans son langage imagé. Pour servir mes intérêts, ma mère tirait n'importe quelle ficelle, retournait n'importe quelle pierre, faisait griller n'importe quelle côtelette. Mais en vain. Brusquement, par un coup de chance, une entrevue inespérée avec le Premier ministre Lord Salisbury, l'affaire est débloquée. Le lieutenant Churchill est nommé au 21e lancier. On est alors en juillet 1898. Du coup, il gagne en hâte le Caire pour rejoindre en août sur le haut du Nil l'armée de Kitchener, à la veille de livrer en effet un engagement décisif. Parallèlement, fidèle à sa méthode d'association avec Mars et Apollon, il a fait affaire avec le Morning Post, à qui il enverra des articles relatant le déroulement des opérations. C'est alors la bataille d'Omdurman, le 2 septembre 1898. En une journée, le sort de la campagne est scellé. Sur la rive gauche du Nil, au vu de Khartoum, 8000 Britanniques et 18 000 Égyptiens font face à 60 000 derviches. Le combat s'engage aux premières heures du jour. Les derviches, adeptes de la tactique du nombre, sont massés en rangs serrés. Mais de l'autre côté, le Sirdar Kitchener dispose de 80 canons et de 50 mitrailleuses Maxim qui vont faucher les remparts humains adverses. Au 21e lancier, où le clairon sonne le réveil à 4 heures, l'ordre est donné de charger. Au trot, puis au galop, les lourds escadrons de cavalerie britannique se déploient et enfoncent les lignes ennemies. Il s'ensuit une mêlée confuse où, dans l'excitation du combat, le jeune Winston abat au revolver plusieurs derviches. Le pistolet est la meilleure chose du monde, confiera-t-il. En fait, c'est une boucherie, autant qu'une bataille. Il y aurait eu plus de 10 000 tués et de 25 000 blessés parmi les derviches, contre 48 tués et 428 blessés dans le camp des Anglais et des Égyptiens. Kitchener sera tenu pour responsable des atrocités qui ont accompagné la victoire, en particulier les massacres de blessés. À Khartoum, la tombe du Mahdi est profanée, ses ossements jetés dans le Nil, son crâne emporté comme trophée. Si, rétrospectivement, sur le plan militaire, la charge du 21e lancier apparaît comme une erreur tactique à l'instar de la charge de la brigade légère en Crimée, l'épisode a gardé une allure d'épopée dans les mémoires de Churchill et bénéficiera toute sa vie de la gloire d'avoir pris part à 23 ans, comme jeune officier, à la dernière charge de cavalerie de l'histoire britannique. Alors, 63, page 65, reporter. 65. À peine l'aventure égyptienne est-elle terminée quand un autre point chaud de l'Empire, une nouvelle occasion plus prometteuse encore, s'offre à l'ambition insatiable du jeune patricien à la conquête de la renommée. En Afrique du Sud, en effet, depuis la découverte des mines d'or en 1886, la situation n'a cessé de se tendre entre la Grande-Bretagne et les deux républiques boers de l'Orange et du Transvaal. En 1899, la crise atteint son stade culminant, au point que la guerre apparaît comme la seule issue. De fait, celle-ci éclate le 18 octobre. Contrairement à toute attente, elle va durer près de 3 années. Attiré depuis longtemps par ces terres lointaines, Churchill s'est déjà abouché avec le directeur du Morning Post et s'est fait attribuer un contrat extraordinairement avantageux de correspondant de guerre, bien au-dessus des tarifs habituels, alors qu'il n'a que 25 ans. 1000 livres d'honoraires pour 4 mois, tout frais payé. Le voilà donc qui embarque pour le Cap sur le même bateau que le général en chef et son état-major, 2 jours après qu'ont été tirés les premiers coups de feu. À son arrivée le 31 octobre, il obtient en outre son affectation comme lieutenant dans un des régiments britanniques sur place. Les hussards du Lancashire, à bord du paquebot, un autre correspondant de guerre, le journaliste John Atkins du Manchester Guardian, frappé par cet être d'exception, solitaire et confiant en soi, tantôt discourant, tantôt méditatif, de surcroît dénué de toute révérence envers ses aînés, a laissé de lui un intéressant portrait. Jamais auparavant, note-t-il,
je n'ai rencontré un tel personnage d'ambitieux déclaré, égocentrique, capable à la fois de communiquer sa fièvre et de susciter la sympathie. Pressé de rejoindre le théâtre des opérations, Churchill, dès son arrivée, gagne le Natal. C'est là qu'il est fait prisonnier quelques jours plus tard, le 15 novembre, en accompagnant un train blindé qui tombe dans une embuscade dressée par un détachement de Boers. Lui-même a été mis en joue par un cavalier en qui son imagination a voulu voir Louis Botha, le futur général de l'armée Boer. Il a beau excipé de sa qualité de correspondant de guerre, les Boers, qui ont parfaitement repéré son rôle de combattant au cours de l'engagement, l'enferme à Pretoria dans une école transformée en camp de prisonniers pour officiers britanniques. Malgré le caractère doré de sa détention, durant laquelle ministres et officiers supérieurs ennemis viennent lui rendre visite, Churchill ressent durement sa condition de prisonnier, à ses yeux pénible et humiliante. Il s'en souviendra qu'en ministre de l'Intérieur, il aura la charge du système pénitentiaire. Dès lors, il n'a qu'une idée en tête, s'évader. Bien que la nouvelle de sa capture se soit répandue partout à la vitesse de l'éclair et que sa tête soit mise à prix, des centaines d'affiches portant sa photo, promettant une récompense de 25 livres à qui se saisirait de lui, mort ou vif. Il réussit dans la nuit du 12 au 13 décembre à franchir les défenses du camp. Mais une fois libre, il se retrouve seul dans les rues de Pretoria, muni simplement d'un peu d'argent et de quelques barres de chocolat, en plein cœur du pays ennemi, sans carte ni boussole, sans connaître un mot d'Afrikaans, à 500 km du premier territoire portugais. Sautant dans un train de marchandises, il réussit à s'éloigner de la ville et, la nuit suivante, coup de chance, la maison où il frappe est celle du directeur anglais d'une mine de charbon, qui le cache pendant 3 jours au fond d'une galerie. L'évadé s'y distrait en lisant Kidnap de R.L. Stevenson. Puis, en secret, Churchill est ici à bord d'un train. Dissimulé au milieu de gros ballots de laine, il gagne sain et sauf le Mozambique. Parvenu à l'Alonso Marques, le 21 décembre, il se rend aussitôt chez le consul britannique, télégraphie au Morning Post, puis prend le bateau pour Durban, où il est accueilli par une foule en liesse dans un déploiement de Union Jack et de musique patriotique. De là, il rejoint le jour de Noël le quartier général et la ligue des opérations. Il est affecté comme lieutenant au régiment de cavalerie légère sud-africaine. Un personnage qui sait se vendre en tout cas. Alors, 72. Élu. Eh oui, c'est un futur homme politique. Alors, 72. Élu. Alors, le résultat fut une sévère défaite. Donc, il a fait des essais, une circonscription, qui avait donné à Balfour, l'ancien associé de Randolph Churchill, l'occasion d'un bon mot assez cruel. Je voyais en lui un jeune homme plein de promesses. C'est seulement un jeune homme qui fait des promesses. En revanche, en 1900, c'est une atmosphère politique bien différente que Churchill trouve à Oldham. Car lorsque le gouvernement conservateur de Salisbury avait décidé de dissoudre la Chambre des communes avec l'idée de ramener au Parlement une majorité confortable, on était en pleine fièvre nationaliste engendrée par la guerre des Boers. De là la victoire remportée aisément par les conservateurs et unionistes. Dans sa circonscription, Churchill, bien plus encore que de cette dynamique, a bénéficié de sa gloire de héros du Transvaal. Ah oui. À son arrivée, le candidat avait été accueilli par une fanfare locale qui lui avait joué See the Conquering Hero Comes. À chaque meeting éclate l'enthousiasme populaire. Aussi conduit-il une campagne hautement personnelle et festive, en concentrant toute sa propagande sur le thème de la guerre, du patriotisme, de la grandeur de l'Empire. En fin de compte, il est élu le 1er octobre 1900 avec 16 voix de majorité. Pourtant, à cette date, le nouvel élu est plus familier des terres lointaines des colonies que de son propre pays, où il ne connaît guère que la capitale, Blenheim, les grandes demeures de l'aristocratie et les messes des officiers. Pour lui, Blenheim, c'est la demeure des Churchill, Marlborough.
Pour lui, le Nord industriel, avec ses villes ouvrières pauvres, enfumées et monotones, sans parler de l'Écosse et terre incognita, qu'il ne connaît pas du tout, quoi, hein. Un gouffre sépare l'élégant joueur de polo des supporters de l'Oldham Athletic Club. Pourtant, à Oldham, comme plus tard à Dundee, deux hauts lieux du textile, il va représenter, non sans succès, les mains calleuses et les mentons mal rasés d'Angleterre, avec un paternalisme affiché et convaincu selon la grande tradition de ses ancêtres Wings ou Tories. L'ouverture du nouveau Parlement, retardée par la mort de la reine Victoria le 22 janvier, a lieu en grande pompe le 14 février 1901. C'est le nouveau roi Édouard VII qui conduit la cérémonie et prononce le discours du trône. À l'émotion de Churchill, qui ce jour-là prend pour la première fois son siège aux communes, à proximité de celui de son père, il siégera à la Chambre 62 ans, hein. Se mêle l'excitation devant un monde nouveau. N'est-on pas entré quelques jours plus tôt dans le XXe siècle? La longue ère victorienne, après un majestueux couchant, ne vient-elle pas de se clore, tandis que commence l'ère édouardienne? L'ambition, des espérances, l'esprit romantique, tout s'unit chez le jeune député pour nourrir de grands rêves de carrière. Après tout, n'est-il pas un leader né, bound to rule? Alors, 79, au pouvoir. Au pouvoir, un ministre réformateur, 1906-1911. Dans les derniers jours de 1905, après la démission de Balfour, chef d'un gouvernement conservateur à bout de souffle, Campbell Bannerman, leader du Parti libéral, est nommé Premier ministre et forme un gouvernement dans lequel Churchill reçoit un secrétariat d'État. Puis, on procède aussitôt, en janvier 1906, à des élections législatives. Le résultat est un raz-de-marée libéral. Dans la nouvelle Chambre des communes, on ne compte pas moins de 400 députés libéraux, dont Churchill, élu, comme on l'a vu, à Manchester Nord-Ouest, contre 158 conservateurs, 29 travaillistes et 83 nationalistes irlandais. Pour l'ambitieux Winston, ce passage des bancs du Parlement au gouvernement, même si ce n'est encore qu'un poste de junior minister, étape classique pour la carrière, c'est à la fois l'accession au pouvoir et le point de départ d'une ascension politique rapide et d'un cursus brillant. En effet, le jeune ministre va rester près de 10 années consécutives titulaire d'un portefeuille gouvernemental, du 12 décembre 1905 au 25 novembre 1915, occupant des postes de premier plan, du moins jusqu'à la chute finale. D'abord sous-secrétaire d'État aux colonies de décembre 1905 à avril 1908. Il est président du Board of Trade d'avril 1908 à février 1910, ministre de l'Intérieur de février 10 à octobre 11, premier lors de l'amirauté d'octobre 11 à mai 15, chancelier du duché de Lancaster de mai à novembre 15. Année de réussite, année de plénitude, jusqu'à ce qu'éclate la guerre. Au total, la moisson engrangée tant par la contribution personnelle apportée à la marche en avant de l'État et de la société britannique que par la démonstration de capacité et de talent hors pair, se révèle impressionnante, même si la récolte compte aussi des brassées d'ivraie. Voilà. Alors, page 120, l'amirauté. Page 120, voilà. Alors que sa nomination à l'amirauté avait été plutôt bien accueillie par l'opinion allemande, très vite, celle-ci déchante et se met à voir en lui une sorte de Chamberlain ambitieux et démagogue, prêt à jeter de l'huile sur le feu. Il faut dire qu'en février 1912, Churchill prononce à Glasgow un discours, sans doute son plus important discours comme Premier Lord, où il ne mâche pas ses mots pour exprimer la philosophie de la nation. Une nation sincèrement convaincue de son droit, de la supériorité, la suprématie sur la mer. La marine, déclare-t-il,
et pour l'Angleterre une nécessité, pour l'Allemagne un objet de luxe. Il est pour nous synonyme d'existence, pour eux d'expansion. Si grande et si puissante que soit notre marine, nous sommes incapables de menacer le moindre hameau sur le continent européen. En revanche, tout le destin de notre race et de notre empire, tous les trésors accumulés durant tant de siècles de sacrifices et d'exploits seraient balayés s'il était porté atteinte à notre suprématie navale. C'est une île, hein, c'est un archipel. C'est la marine britannique qui fait du Royaume-Uni une grande puissance. L'Allemagne était une grande puissance respectée et honorée sur toute la surface de la Terre avant qu'elle eût un seul navire de guerre. Qui s'étonnerait que le discours ait suscité une vague d'indignation en Allemagne? Le terme de Luxusflotte restant en travers d'innombrables gosiers. On aurait grand tort cependant de voir en Churchill un bout de feu chauvin et germanophobe. Jusqu'à la guerre, il laissera la porte ouverte à une réduction de la course aux armements des deux puissances, proposant même un coup d'arrêt sous la forme de vacances navales, Navy Holiday, et cherchant à obtenir encore en mai 1914 une rencontre avec le grand maître de la Kriegsmarine et l'amiral Tirpitz. Là où, en revanche, la politique du Premier Lord suscite tensions et conflits, c'est à l'intérieur même du gouvernement libéral, car l'augmentation constante des dépenses de la marine, en grevant lourdement le budget, se heurte à la fin de 1913 aux récriminations des ministres pacifistes qui accusent Churchill d'avoir passé dans le camp impérialiste et plus encore au veto de Lord George, chancelier de l'échiquier et donc grand argentier du royaume. On en arrive même à des menaces de démission. Finalement, la crise est résolue et les deux amis se réconcilient. Ce sera d'ailleurs Churchill qui, au moment de l'entrée en guerre, guidera le choix de Lord George, encore que ce dernier estime depuis longtemps que pour Winston, la Navy tourne à l'obsession, ce dont il lui fait plaisamment le reproche. Vous êtes devenu une créature aquatique. Vous pensez que nous vivons tous dans les mers. Vous oubliez que la plupart d'entre nous vivent à terre. Il reste que, selon le terme célèbre de Kirchner, en août 14, la flotte était prête, quelles que fussent ses lacunes et ses déficiences. Et cela est à mettre au crédit de celui que le vieux Gladstonien Morley appelait le splendide condottière de l'amirauté. Encore tout fier du succès de la revue annuelle de la flotte quelques jours plus tôt, à Spithead, devant le roi George V, immense procession de navires étirés en une file de 70 km de long, la plus formidable concentration navale jamais réalisée. Alors, page 136, les Dardanelles. Alors ça, les Dardanelles, mauvais choix, hein. L'enfer des Dardanelles. Toute sa vie, Winston Churchill a été hanté par le spectre des Dardanelles. D'abord parce que, dans l'immédiat, cet échec cuisant, à la fois militaire et politique, a provoqué, après une ascension météorique, une chute si brutale qu'elle a failli ruiner sa carrière. Mais plus encore parce que cette tunique de Nessus lui a collé à la peau pendant des années. Lui qui avait tant cru au succès de l'expédition et qui, dans l'attente de la gloire impérissable, qui recherchait sur sa personne, s'y était investi corps et âme jusqu'à la déraison, a traversé une fois le rêve effondré, les mois les plus noirs de son existence. Les passions, à vrai dire, atteignent alors un diapason inouï. Randolph Churchill a raconté comment, dans sa petite école, un camarade âgé comme lui de 5 ans, enfin son fils, hein, et qui proposait d'être son ami, lui avait lancé à la figure « Jamais, ton père a tué mon père » aux Dardanelles. Au cours de l'entre-deux-guerres, combien de meetings de Churchill ont été perturbés au cri de « Gallipoli » De 1939 à 1945, dans les discussions stratégiques au sommet, combien avait à l'esprit, sans le dire, parmi les critiques des projets les plus aventureux du Premier ministre, les sanglots déboires de 1915. Encore aujourd'hui, la campagne des Dardanelles demeure très controversée, même si tout le monde s'accorde sur l'incroyable somme d'erreurs accumulées
du premier au dernier jour, faute plus calamiteuse les unes que les autres, dont Churchill est certes loin de porter la seule responsabilité, mais dans lequel détient une part très lourde. Alors, 143, c'est pour expliquer davantage, les Dardanelles. Donc la suite. Finalement, le 18 mars 1915, a lieu l'attaque navale prévue. Une puissante escadre anglo-française, forte de 10 cuirassés et de plusieurs croiseurs et contre-torpilleurs à bord des Dardanelles, canonne les forts défendant l'entrée, pénètre dans les détroits, détruit presque au silence les défenses turques, mais tombe sur un champ de mines. Il s'ensuit un désastre. Les gros navires sautent les uns après les autres. À la fin de la journée, le bilan est catastrophique. Sur les 10 cuirassiers engagés, 4 ont coulé, et 2 sont hors de combat, et les pertes en hommes sont sévères. Depuis cet échec aussi brutal qu'inattendu, et à l'encontre de Churchill qui voudrait reprendre l'attaque, une concertation a lieu entre les deux chefs de l'expédition, l'amiral de Robeck, qui commande l'escadre en mer Égée, et le général Sir John Hamilton, placé à la tête des forces terrestres en réserve. C'était un ami de Churchill du temps de la guerre des Boers. Tous deux se mettent d'accord sur une nouvelle ligne, la mise sur pied d'une opération amphibie, seule tactique capable à leurs yeux de réussir, en combinant bombardement naval et débarquement de troupes sur la presqu'île de Gallipoli. Après de nouveaux débats, car les moyens humains et les moyens de transport font défaut, la double expédition maritime et terrestre est planifiée pour le 25 avril. Les forces réunies à cet effet sont considérables, car il s'agit de débarquer plusieurs dizaines de milliers d'hommes, dont quelques 12 000 le premier jour. Elles comprennent, outre les bateaux de la flotte de débarquement et la flotte de combat, des soldats britanniques venus d'Angleterre, un corps d'Australiens, des Néo-Zélandais, les Anzacs, et qui vont payer un terrible tribut de sang, des troupes françaises, dont mon grand-père, un contingent de Sénégalais appelé Nilgiri Wings par Hamilton, et même une compagnie de mulets sous la conduite de juifs assyriens. Mais, sitôt engagée, l'affaire tourne mal. Face à l'armée turque sur ses gardes et retranchée dans ses casemates sur les hauteurs, les soldats alliés, lancés à l'assaut par petits groupes sur les 5 plages d'une côte nue, sans péniche de débarquement, sans entraînement, se trouvent cloués au sol sous un feu meurtrier. Dans cet enfer de mitraille, de fumée, jonché de cadavres, d'armes, de pansements, où bourdonnent des milliers de mouches, la seule solution est de s'enfouir dans le sol, en creusant des abris, en se protégeant derrière les barbelés. Autrement dit, au milieu d'un rapide mouvement en avant, c'est dans une guerre de tranchées que l'on s'installe, une guerre de siège, comme sur le front de l'Ouest. Malgré les efforts surhumains, les pertes sont terribles. Le premier jour, sur la dizaine de milliers d'hommes débarqués, le tiers est tué ou blessé. Les combattants alliés restent confinés dans leur minuscule tête de pont à l'extrémité sud de la péninsule de la Gallipoli. De nouvelles attaques en mai, puis en juin, ne réussissent pas davantage. Les lignes turques tiennent bon. Chez les soldats à bout de force, sur ces terres hostiles, la démoralisation gagne. Bientôt la dysenterie s'en mêle. À l'évidence, c'est l'échec. Un nouveau débarquement a beau avoir lieu en août, un peu plus au nord, à Suvla Bay, il ne parvient point à enfoncer les défenses de l'armée turque. Renforcé d'éléments allemands et conseillé depuis le début par le général Liman von Sanders, commence alors la longue agonie du corps expéditionnaire. À l'automne, il faut se rendre à la raison, à savoir le rembarquement. La décision longue, discutée et longuement différée est finalement prise le 8 décembre 1915 et l'évacuation commence. Au total, le coût du drame des Dardanelles est considérable, puisqu'il s'élève du côté allié à 250 000 morts, disparus, blessés et malades. Voilà, le drame de la guerre. Alors, 161, 100 jours au fond.
Les 100 jours passés par Churchill en Flandre, parce que du coup il était hors gouvernement, hein, il a l'âge d'aller au front. Les 100 jours passés par Churchill en Flandre à la tête de ses fusiliers écossais l'ont profondément marqué. Après une brève période de formation, le bataillon est monté en ligne vers la fin de janvier 1916. Le secteur d'1 kilomètre de front qui lui a été attribué est situé dans un coin de Belgique resté aux mains des Alliés, juste à la frontière française, au nord d'Armentières. Il a pour base avancée le village de Pleinsterst, immédiatement baptisé par les combattants Plum Street, rue de la Vidange, et encore habité par quelques civils en dépit des bombardements de l'artillerie. La flèche de l'église sera détruite en mars par un obus. En avant, les premières lignes sont séparées des lignes allemandes par un no man's land de 150 à 300 mètres. De l'autre côté de la frontière, en territoire français, est installé le commandement du bataillon, en particulier dans un couvent appelé l'Hospice, où résident 2 sœurs de Sion avec qui Churchill sympathise. Aux environs s'étend un paysage désolé, émaillé, écrit Churchill, de misérables petites fermes perdues, dans un océan de champs trempés et de chemins boueux. Chaque jour, le colonel Churchill inspecte le secteur, s'assure des défenses, veille au bon état des sacs de sable, car l'artillerie allemande ne chôme guère. La pièce qui lui sert de chambre est un jour éventré, et la nuit, il patrouille dans les tranchées, accompagné du fidèle Sinclair. Les photographes le représentent vêtu d'un long imperméable, chaussé de larges bottes, portant à la ceinture revolver et lampe électrique, coiffé d'un casque français bleu horizon, offert par un général voisin. Avec son goût du panache, il a adopté de préférence au casque plat des Tommies, ainsi qu'au Glengarry, le bonnet écossais. Évidemment, compte tenu de sa notoriété, il ne serait passé inaperçu, d'autant qu'il reçoit des visiteurs de marque. Comment pourrait-il en être autrement? Comment serait-il un officier comme les autres, perdu dans l'anonymat du corps expéditionnaire? Son standing dans l'établissement lui vaut du reste de bénéficier d'incontestables privilèges. Il a son tube pour son bain, son linge raffiné, ses provisions de cigares, de champagne et de cognac, le tout diligemment expédié de Londres par Clémy, sa femme. Hein. Néanmoins, jamais il ne fait sentir son rang. Quand il quittera les fusillés, il sera sincèrement regretté par tous pour sa gentillesse et son sens de l'humain. Au total, son autorité s'est imposée d'emblée. Un de ses officiers a plaisamment rapporté: nous passions nos nuits à nous demander ce qu'il ordonnerait le lendemain et nos journées à expédier ce qu'il avait ordonné. Voilà. Donc, page 165, le retour. 165. Finalement, les choses changent. En juillet 1917, Lord George, conscient mieux que quiconque des immenses qualités de Churchill, et qui d'autre part juge plus expédient de n'avoir pour lui avec lui que contre lui, lui offre d'entrer au gouvernement comme ministre des Munitions. Chez les conservateurs, c'est une tollée, avec menace de démission de plusieurs ministres, mais Lord George tient bon, laissant passer l'orage et faisant valoir que le portefeuille ne comporte pas une position de grand pouvoir, et surtout que le nouveau ministre n'est pas membre du cabinet de guerre. Néanmoins, pour Winston, c'est la fin du purgatoire. Il faut dire que, non sans une candeur étrange de sa part, il s'étonne de leur âge, sans mesurer aucunement la virulence des oppositions à sa personne. Après 20 mois passés dans les limbes, et maintenant qu'il est de retour au pouvoir, Churchill se sent tout requinqué et à nouveau plein d'allant. Sa réélection à Dundee le 29 juillet n'est qu'une formalité, et immédiatement il s'absorbe dans ses nouvelles fonctions. Étant donné sa fâcheuse habitude d'empiéter sur le domaine de ses collègues du cabinet,
L'une de ses tantes lui donne ce message conseil. Colle bien aux munitions et ne cherche pas à diriger le gouvernement. Voilà donc reconstitué le partenariat Lord George-Churchill. Mais dans des conditions bien différentes de la guerre. Cette fois, le premier est à la tête de l'État, tandis que le second, titulaire d'un ministère sans grand panache, n'occupe qu'une position subordonnée, sans voix sur la condition de la guerre. Malgré tout, dans la psychologie de Winston, les lueurs de la rampe, même faibles, valent mieux que l'obscurité. Alors, page 179, anticommuniste. Et oui, 1917, il y a eu donc la révolution en Russie, 176, c'est ça. Ah, 79. Voilà. Au demeurant, Churchill s'est expliqué sans embâche sur le caractère idéologique de son combat contre les bolcheviks. Leur guerre, a-t-il écrit, est une guerre sans fin contre la civilisation. Leur objectif, c'est de renverser et de détruire toutes les institutions, tous les gouvernements, tous les États qui existent dans l'univers. Leur but, c'est une ligue internationale, mais une ligue des paumés, des criminels, des incapables, des révoltés, des malades, des débiles et des imbéciles à travers le monde. Voilà son opinion sur les communistes, sur les bolcheviks. Alors, page 229, l'historien. C'est plus loin encore. Alors, parler de philosophie de l'histoire à propos de Churchill serait tout à fait excessif. Lui-même a été un homme d'action, non un spéculatif. Mais cela n'excluait nullement sa réflexion. Il est incontestable que le sens de l'histoire et le dialogue qu'il entretenait en permanence avec le passé, deux éléments constitutifs de son être, ont nourri sa pensée et façonné sa conception du monde. Sur ce plan, il n'y a qu'un autre géant du XXe siècle à qui le comparer, le général de Gaulle. Chez tous les deux, l'action historique est fondamentalement guidée et inspirée par l'histoire, tantôt lointaine, tantôt proche. Comme l'a finement analysé Alan Bullock, si le grand homme d'action qu'était Churchill s'est tourné vers l'écriture de l'histoire, c'était comme autre moyen d'expression de soi-même, presque comme autre forme d'action. C'est pourquoi, dans ses ouvrages, Churchill, l'historien, est à la fois si sélectif et si subjectif. N'est-il pas allé jusqu'à dire un jour à Ashley « Donnez-moi les faits et je les arrangerai à ma guise pour ma démonstration ». Au fond, il écrit l'histoire non pour telle qu'elle est, mais telle qu'il aurait voulu qu'elle fût. Si l'on veut résumer sa vision du passé, on peut dire qu'elle est commandée par trois paradigmes. En premier lieu, aux antipodes des conceptions déterministes de l'histoire, Churchill croit au libre arbitre et à la liberté d'action des individus, au premier rang des grands hommes. Entre le hasard et la nécessité, sans l'ombre d'une hésitation, il opte pour le hasard. Dans un chapitre de Schluntz and Adventures sur la massification de la société moderne, il a ouvertement posé la question du rôle respectif des forces collectives et des individus d'exception, les héros. Et aussitôt, il tranche sans embâche. L'histoire est d'abord l'histoire des grands hommes. L'histoire du monde est principalement la geste des êtres exceptionnels, dont les pensées, les actions, les qualités, les vertus, les triomphes, les faiblesses et les crimes ont dominé la fortune des hommes. C'est pourquoi il faut préférer le destin des minorités glorieuses à celui des masses anonymes. Voilà, c'est l'opinion de Churchill sur l'histoire. Alors, page 259, Munich. Cette fois, allez à Jacques Tess. Dans le grand discours qu'il prononce le 5 octobre au cours du débat aux communes sur Munich, l'une des plus éclatantes performances parlementaires, Churchill censure implacablement l'apaisement à la Chamberlain.
D'emblée, il dresse un bilan accablant. Nous venons de subir une défaite totale et absolue. Puis, impitoyable, il décrit le calvaire des Tchèques. Tout est consommé. Silencieuse, lugubre, abandonnée, brisée, la Tchécoslovaquie s'enfonce dans l'ombre. Elle a souffert sous tous les angles de son association avec les démocraties occidentales et avec la Société des Nations, dont elle s'est toujours montrée la servante soumise. De là, l'orateur s'aventure sur une prédiction qui va se révéler une réalité moins de 6 mois plus tard. Dorénavant, je le crains, il serait impossible à l'État tchécoslovaque de se maintenir en tant qu'entité politique indépendante. Vous verrez qu'au bout d'un laps de temps qui peut durer des années, mais aussi quelques mois seulement, la Tchécoslovaquie aura été engloutie par l'État nazi. Alors on cite souvent un propos apocryphe, où il dit « Vous avez eu le choix entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur, vous aurez la guerre. » Bon, il ne l'a pas dit en réalité, mais bon, c'est l'esprit, quoi. Hein. Voilà. Alors, 278, Premier ministre. C'est donc par une étonnante ruse de l'histoire que Chamberlain, qui pendant des mois s'était montré peu enthousiaste pour une action sur le terrain scandinave, en a été le principal victime, alors que, pour sa part, Churchill est épargné, lui qui a poussé impatiemment à l'ouverture d'un front septentrional et dont les responsabilités sont accablantes dans la conduite malheureuse des opérations. C'est Narvik. Hein. Effectivement, au cours du débat de 2 jours consacré à l'affaire norvégienne, les 7 et 8 mai à la Chambre des communes, la réprobation se concentre sur le Premier ministre ainsi que sur ses amis munichois du cabinet, jugés coupables de l'impréparation militaire de la nation, si durement mise en évidence par la campagne nordique. Dès l'ouverture du débat, le gouvernement est assailli par un flot de critiques acerbes. Paradoxalement, c'est des bancs conservateurs plus que de l'opposition travailliste que viennent les attaques les plus percutantes. En une interpellation solennelle, Leo Amery réitère à l'adresse du gouvernement l'injonction fameuse de Cromwell au Long Parlement qui lui intimant de disparaître. De son côté, Lord George, dont c'est la première grande intervention publique, conseille au Premier ministre, puisqu'il a parlé de sacrifice, c'est la dernière intervention publique, conseille au Premier ministre, puisqu'il a parlé de sacrifice nécessaire de se sacrifier lui-même. Dans ce contexte difficile, Churchill tente loyalement et vaillamment de défendre l'action du cabinet, en déclarant prendre sur ses épaules la responsabilité des événements de Norvège. Malgré tout, au soir du 8 mai, le vote qui clôture le débat prend à l'évidence la signification d'un scrutin de défiance envers Chamberlain. La majorité gouvernementale est tombée, de 213 à 81 voix. 41 députés conservateurs et apparentés ont voté avec l'opposition, 60 se sont abstenus. Il n'y a dès lors que 2 solutions, ou bien remanier profondément l'équipe au pouvoir sous la houlette de Chamberlain, ou bien faire appel à un nouveau Premier ministre. Dans cette dernière occurrence, 2 noms sont en balance, Halifax et Churchill. Le premier semble avoir toutes les chances. Incarnation de l'establishment, ami de la famille royale, grand propriétaire foncier, ancien vice-roi des Indes, ce personnage distingué et expérimenté, toujours impeccablement mis, souple et vertueux, et respecté par tous pour son intégrité. Il rassure par son sens de la mesure et de sa prudence. Surtout, le ministre des Affaires étrangères a pour lui la plupart de ceux qui comptent. Le roi, le Premier ministre, la majorité des députés conservateurs, les lords et une partie du Labour, Attlee, le leader, mais aussi Morrison et Dalton. Alors, page 280. Après que Chamberlain a exploré directement avec Halifax les chances d'une coalition et que le ministre des Affaires étrangères lui a fait part de ses réticences, la réunion décisive a lieu le 9 mai après-midi entre le Premier ministre et les 2 successeurs possibles, Halifax et Churchill. Le premier renonce en fait à briguer la charge de Premier ministre en réitérant son objection essentielle. À l'idée d'occuper Downing Street, père du royaume, il ne peut siéger aux communes.
épicentre du pouvoir. Le fond de l'affaire, c'est qu'Halifax ne tient pas à être Premier ministre, car il ne se sent pas fait pour cette fonction. Trop scrupuleux, trop introverti, il n'a pas, lui non plus, la trempe d'un chef de guerre. Churchill, interpellé, commence par garder un long silence de 2 minutes. Lui, à qui on reprochait de toujours vouloir parler, en intervenant à temps et en contre-temps, pour une fois, sait providentiellement se taire. Puis il finit par se rendre aux arguments de Halifax. Le voilà donc virtuellement le successeur de Chamberlain. Selon des versions qui ont circulé après la guerre, parmi les éventualités envisagées, Winston aurait aussi accepté de servir dans un gouvernement Halifax en tant que ministre de la Défense, autrement dit responsable de la conduite de la guerre. Mais aucune documentation vraiment sûre ne permet de valider cette hypothèse. Dès lors, tout paraît réglé. Seulement, tout se dérègle le 10 mai au matin avec l'invasion de la Belgique et des Pays-Bas par les armées allemandes. D'un coup, Chamberlain reprend espoir, arguant que la gravité de la conjoncture, il tente de manœuvrer en soutenant que ce n'est pas au milieu du gué qu'il convient de changer d'attelage. 3 réunions du cabinet de guerre ont lieu dans la journée. Mais 2 événements viennent contrer cette opération de dernière heure et porter le coup de grâce à l'ultime sursaut de Chamberlain. D'une part, un de ses fidèles, le ministre de l'Air, Kingsley Wood, se retourne contre lui et lui explique tout de go que l'heure est venue de passer la main. D'autre part et surtout, le Labour envoie de son congrès un message faisant savoir qu'il est prêt à participer à une coalition, mais qu'en aucun cas il ne consentira à servir dans un gouvernement dirigé par Chamberlain. Dans ces conditions, celui-ci n'a plus qu'à aller remettre sa démission au roi, en lui recommandant de faire appel à Churchill. C'est ce que fait George VI à 18h30 ce jour-là. Churchill est nommé Premier ministre. Alors, page 283, du sang et des larmes, formule célèbre. Le 13 mai, lorsque Winston fait son entrée à la Chambre pour y prononcer son premier discours de Premier ministre, après la péroraison fameuse, je n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, de la sueur et des larmes. Il est applaudi par les travaillistes et les libéraux, mais seulement par une poignée de conservateurs, tandis que Chamberlain reçoit de bruyantes ovations de ce côté-là. Du reste, fait exceptionnel dans la pratique constitutionnelle britannique, ce dernier reste le leader du Parti conservateur. Churchill, quant à lui, est chef du gouvernement sans être chef du parti majoritaire aux communes. La situation ne sera régularisée qu'en octobre 1940, lorsque Chamberlain, atteint d'un cancer, abandonnera à la fois ses fonctions ministérielles et son poste de leader, et que Winston lui succédera à la tête du parti. Voilà, donc nous arrivons maintenant à la guerre, au creux de la guerre. Donc je vais faire une interruption dans l'épisode Churchill pour que la semaine prochaine vous ayez la fin, parce qu'autrement ça ferait une émission beaucoup trop longue. Voilà, donc il y aura un Churchill 2. À la semaine prochaine.